Il semble que nous entendons constamment parler de gestion du risque ces jours-ci. En fait, c'est loin d'être une nouvelle notion. Et force-nous est d'admettre que la gestion du risque en aviation ne réglera pas tous nos problèmes. On l'a défini comme étant une démarche systématique qui permet d'identifier les dangers réels ou en puissance dans le but de trouver des solutions aux périls qu'ils posent. La gestion du risque vise à affecter les ressources nécessaires là où elles sont requises en priorité. Tous ceux qui travaillent dans le domaine doivent constamment être à l'affût des dangers ou des situations dangereuses qui peuvent se présenter. Quiconque repère quelque chose d'anormal doit le signaler aux instances qui ont le pouvoir d'intervenir pour rectifier la situation. Ultimement, si les ressources étaient illimitées, nous pourrions possiblement éliminer toutes les sources de danger. Mais en ces années de 17, il faut faire des choix. Nous devons identifier quels sont les éléments qui posent en priorité les plus grands risques et utiliser les ressources disponibles pour apporter la correction nécessaire par ordre d'importance. D'autre part, les problèmes ont leur façon bien à eux de se présenter à différents endroits à la fois. C'est la raison pour laquelle il faut adopter une méthode d'analyse qui permet d'identifier quels sont les éléments qui posent des risques à la sécurité et quelles sont les actions à prendre par ordre de priorité. Cette démarche doit toutefois offrir toute la souplesse nécessaire pour faire face à des situations qui évoluent rapidement et qui peuvent engendrer, à mesure qu'on en apporte les corrections, de nouveaux problèmes. Le monde de l'aviation est en évolution constante et la navigation électronique n'y échappe pas. Le système de navigation par satellite GPS en est le plus récent exemple, et plusieurs n'hésitent pas à le qualifier de plus grande révolution depuis l'avènement des moteurs à réaction. Le système GPS est appelé à remplacer tous les autres systèmes de navigation que nous avons à bord de nos appareils. Le système de navigation traditionnel, tels que le ADF, la VOR, la ILS et la DME, vous aide à compléter votre approche aux instruments en travaillant de concert afin de vous donner une image précise de votre position par rapport à un aéroport. L'avenir semble extrêmement prometteur puisque, avec le GPS, un seul récepteur s'acquittera des tâches qui sont maintenant exécutées par la batterie d'instruments qui encombre nos cockpits. La navigation s'en trouvera grandement simplifiée et des économies seront réalisées en heures de vol, en carburant et en utilisation des appareils. Il n'en demeure pas moins qu'il subsiste certains défis malgré la grande précision de ces appareils. Ainsi, lorsque nous entrons les coordonnées de départ et d'arrivée de notre GPS, il nous mènera théoriquement à destination. La difficulté, c'est que l'appareil ne nous dit pas quel type de terrain nous survolons. Certes, l'instrument est d'une précision remarquable, mais si l'on ne consulte pas une carte topographique avant de partir, et si l'on ne maintient pas une altitude qui tient compte du relief, notre trajectoire pourra nous mener tout droit dans une montagne. Cela s'est déjà produit. Un GPS peut nous conduire directement en bout de piste, à la condition toutefois que les coordonnées de cette piste aient été correctement mesurées au départ. Il s'en faudrait de peu, si ce n'était pas le cas, d'avoir la tour de contrôle dans son approche finale. Bien que cet instrument ait été conçu pour faciliter notre tâche, la complexité des récepteurs GPS peut présenter en soi des risques qui doivent être évalués. C'est pour cette raison que Transport Canada et les agences internationales supervisant la sécurité aérienne ont adopté une approche, étape par étape, pour la mise en place du nouveau système de navigation. Les risques auront été identifiés et largement éliminés lorsque cette transition sera terminée, sorte que le système GPS sera aussi fiable que le système présentement utilisé. Le GPS pourra également rendre encore plus accessible ce qui est convenu d'appeler le vol libre aux pilotes privés. Le vol aux instruments se fait présentement sur des voies aériennes bien établies. Cela entraîne parfois des détours afin de pouvoir maintenir un contact constant avec les émetteurs. Le GPS éliminera ce genre de problème et les pilotes pourront alors adopter des trajectoires beaucoup plus directes. Les avantages sont évidents, mais les risques le sont moins. Le concept du vol libre, en aviation générale, est encore relativement nouveau et les risques ne sont pas encore entièrement connus. Une étude plus approfondie sur les risques inhérents reste à faire avant que le feu vert soit donné. L'évolution technologique n'est pas l'unique source potentielle de risque. En fait, bon nombre de dangers qui font partie du paysage contemporain de l'aéronautique sont avec nous depuis les tout débuts de l'aviation.
Certes, il est impossible d'agir sur certains de ces problèmes, comme la météo par exemple. Dans l'exercice de leur travail, les pilotes doivent donc faire leur propre évaluation des risques au moment de planifier un vol. Ils doivent d'abord se servir des bulletins et des prévisions météo pour s'assurer que le vol envisagé est réalisable. Ils doivent ensuite calculer la quantité de carburant requise et identifier les aéroports de dégagement. Finalement, ils doivent s'assurer que l'appareil est en ordre et que l'équipage est à la hauteur des exigences. C'est seulement une fois que tous ces éléments auront été vérifiés ou évalués qu'un plan de vol qui tient compte de l'ensemble de ces éléments sera dressé. Les pilotes se livrent constamment à cet exercice. Et de plus en plus de gens ont adopté cette démarche systématique afin d'évaluer et de gérer les risques encourus. Ici Michel Doiron. Je vous invite à être les nôtres la semaine prochaine à travers le nuage.